C'est bon, on peut y aller là? Ouais, impeccable. Bonjour à tous, bienvenue sur Vintage AMTC. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter cette nouvelle chaîne YouTube. Pour commencer, dans cette vidéo, je vais aborder les thèmes suivants, tels que la présentation de Vintage AMTC, pourquoi j'en suis arrivé là, le but et la finalité de cette chaîne, et pour finir, faire la présentation de mon projet en cours ainsi que l'avenir. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais être honnête avec vous dès le début. Je souhaite que le noyau central de cette chaîne soit porté sur la mécanique, la restauration et la présentation de véhicules anciens. Pour faire simple, Vintage correspond à la période des années 20 jusqu'au début des années 2000 et AMTC correspond à plusieurs types de véhicules tels que automobiles, motos, tracteurs et camions. Avant toute chose, il faut que vous sachiez, je ne suis pas mécanicien de formation, je n'exerce pas cette profession dans ma vie de tous les jours. Je suis tout simplement quelqu'un de profondément passionné, qui a ça au fond du ventre, dans les tripes, et ce depuis toujours, depuis tout petit. Alors comment j'en suis arrivé là, aujourd'hui face à vous? Il faut savoir que j'ai toujours été attiré par les véhicules anciens, en tout genre. Quand j'étais petit dans ma famille, il y avait beaucoup de véhicules qui ont un certain âge aujourd'hui. Par exemple, au début des années 2000, mon père roulait en Citroën Diane et en Renault Clio 1. Mes deux grands-mères avaient respectivement une Peugeot 205 et une Citroën XM. Puis mon grand-père, qui était agriculteur, a exercé toute sa vie sa profession avec des vieux IH des années 70. Puis il y avait aussi un Citroën HY d'épicier qu'il a transformé en bétaillère. Ce qui explique plus ou moins ma passion aujourd'hui, car j'ai toujours baigné dans cet univers. Avec le temps, je me suis pris de passion aussi pour les camions d'époque notamment, tels que Berlier et Saviem, mais aussi les motos, avec BMW et Honda. Pour revenir à mon grand-père, avant de partir, il nous avait laissé un petit cadeau, justement, à mon père et moi. Une auto ancienne. Cadeau qui n'était pas dans un état exceptionnel, au vu du nombre de réparations et de pannes qu'il y avait dessus. J'ai donc, il y a 1 an et demi, commencé à apprendre ce domaine, car je n'y connaissais rien, à la base. Via beaucoup de tutos sur YouTube, des livres, des revues techniques, dans le but, au minimum, de pouvoir corriger ces petites pannes, et au mieux, de faire une restauration complète. J'étais énormément stressé à l'idée de travailler sur cette voiture, au vu du peu de connaissances que j'avais à ce moment-là, et aussi du peu d'outils, car c'est un point qui est très important. J'ai donc décidé de basculer sur un autre projet, qui est une autre voiture d'ailleurs, le temps de pouvoir me perfectionner, d'approfondir mes connaissances, et revenir, bien évidemment, beaucoup plus sûr et plus confiant. Concernant ma décision de me mettre sur YouTube, compte tenu du fait que j'ai beaucoup appris grâce à ce réseau social, j'ai évidemment une porte qui s'est ouverte dans ma vie. J'ai saisi cette opportunité et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve à l'heure actuelle devant vous. Maintenant, le but de Vintage AMTC, c'est de vous proposer du divertissement, ça va de soi, mais pas que, puisque j'ai à cœur et surtout espoir de vous proposer plusieurs types de formats, comme par exemple des petits cours de mécanique où on peut l'avoir dans son ensemble sans rentrer dans des détails hyper techniques, pour ceux qui ont envie d'apprendre ce domaine, des tutos de mécanique notamment sur la restauration et l'entretien d'un véhicule de manière générale, et pour finir, faire la présentation de véhicules historiques qui ont marqué une certaine génération. Pour me perfectionner, j'ai donc décidé de me lancer dans la recherche et l'achat d'un véhicule ancien. Bien sûr, perfectionner mes connaissances. Mon choix, à ce moment-là, il se portera sur une voiture. Parce que pour moi, c'est le plus simple. Je ne vais pas commencer par un tracteur ni par un camion. C'est bien évidemment beaucoup plus gros. Et il faut aussi beaucoup d'outils spéciaux, et surtout des gros outils. Il se portera aussi sur une voiture qui est relativement simple, avec un moteur relativement simple, je veux dire. Recherche après recherche, je prends contact avec un monsieur de Muret dans la banlieue de Toulouse qui vend pour 1 100 € une Renault 5 GTL de novembre 1980 avec 130 000 km au compteur. On se retrouve sur un parking, il me présente le véhicule qui est quand même pour son âge relativement en bon état
Je rentre à la maison et réfléchis, car à la base, j'étais plutôt motivé pour partir sur Peugeot ou Citroën. Mon père me conseille alors de partir sur Renault, car on va pas se le cacher, ce sont des moteurs qui sont relativement simples et plus ou moins peu onéreux, surtout le moteur Cléon qui équipe cette Renault 5. Je recontacte le vendeur et lui en propose pour 900 €. L'offre est acceptée et il me livre même le véhicule à la maison. Et c'est ainsi que démarre mi-avril 2022 le projet de restauration de la Renault 5 GTL 1108 cm3 moteur Cléon de novembre 1980. Faut savoir qu'à ce moment-là, je démarre mon projet avec très peu d'outils et aussi, comme dit précédemment, très peu de connaissances. Je vais me contenter de quoi? De ma caisse à outils avec douille cliquet, d'une trousse de clés plates, d'un compressiomètre, d'une clé dynamométrique et d'un palan de 500 kg. Mon objectif à ce moment-là, c'est de sortir le moteur de son compartiment et de le restaurer, car il y a beaucoup de travaux à faire dessus. Notamment, par exemple, je peux citer à ce moment-là le disque d'embrayage qui était complètement mort, il était aussi lisse que du parquet, et les joints spi côté cardan qui étaient fendus, donc il y avait une grosse fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse. Avant toute chose, j'avais établi dans un premier temps un test de compression sur ce moteur. Un test de compression, ça permet entre guillemets d'établir la santé du moteur. J'avais obtenu une moyenne de 11 bars, ce qui est relativement correct pour un moteur essence. Étant donné qu'une chèvre coûte relativement cher, mon objectif va être à ce moment-là de déposer le moteur étape par étape. C'est-à-dire commencer par enlever la boîte de vitesse, puis ensuite sortir le moteur. Donc je commence déjà par vidanger tous les fluides, donc huile moteur, huile de boîte de vitesse, liquide de refroidissement. Et ensuite débute l'étape du démontage de la boîte. Donc mettre le véhicule sur chandelle, tomber les cardans, le démarreur et tout ce qui gravite autour. Ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est que à ce moment-là, j'étais en mode oui, mais c'est bon, c'est quoi, dans 2 semaines, le moteur il est dehors et tout, il est dans le garage. Monumentale erreur. J'ai mis 1 semaine à sortir les 2 cardans à cause du grippage des rotules de direction et suspension. Peut-être 2 semaines à sortir le démarreur à cause de l'accès qui est relativement compliqué sur ces autos. La tringlerie, elle était tellement serrée que ça a cassé mon cliquet à rallonge. Super. Et ensuite, 1 semaine de plus pour sortir la boîte. Je l'avais sortie à la force des bras à l'époque. Elle doit peser environ une trentaine ou une quarantaine de kilos, à peu près. Si je vous parle de 1 semaine, 2 semaines, c'est surtout parce que je travaille en 2-8. Je suis d'équipe d'après-midi dans mon entreprise et toutes mes sessions de mécanique, entre guillemets, elles sont faites le matin. Donc la boîte de vitesse est dehors, forcément j'en profite pour sortir le kit d'embrayage, donc il y avait la butée, le disque, la plaque de pression, forcément c'était à remplacer. Ensuite, après ça vient le déculassage du moteur. Donc enlever tout ce qui gravite autour, alternateur, cache-culbuteur, pompe à eau. Mais cette étape n'a pas forcément présenté de difficultés, particulières du moins. La dernière étape consiste à sortir le bloc moteur, qui est en fonte. Donc au départ, j'essaye de le faire à la force des bras. Impossible. Je rentre donc la voiture dans le garage et je le sors avec mon palan de 500 kg. J'avais enlevé au préalable la pompe à essence, le distributeur, et ensuite, 2 mois plus tard, le moteur, forcément, est sorti et est enfin dans le garage. À ce moment-là, je prends la décision de m'occuper uniquement du moteur, de laisser de côté la boîte de vitesse, car elle était fonctionnelle, à part les joints spi. Elle était fonctionnelle, donc je vais m'occuper uniquement du moteur. Ainsi, après plusieurs mois d'économie, je fais l'acquisition d'un support d'atelier pour 70 €. Et le démontage peut enfin commencer. Je vous passe les détails de cette étape car elle n'a pas présenté de difficultés particulières, à part que j'ai mis littéralement tout le bloc à nu. J'ai tout démonté, même la culasse d'ailleurs. Vient ensuite l'étape du remontage. Cette étape, elle risque de faire probablement grincer des dents, mais pour des raisons de budget, j'ai décidé de ne pas faire contrôler le vilebrequin
de ne pas faire contrôler la culasse, j'ai pris la décision de tout réutiliser, donc segment, piston, chemise, coussinet de bielle, coussinet de vilebrequin. Je sais, ça paraît dur à entendre. Bon. À ce moment-là, j'ai le micro qui a coupé. Et oui, car étant novice dans ce domaine, ça amène à quelques petites erreurs techniques. Désolé pour ma voix aussi, je suis un petit peu malade. Donc je vais attaquer le remontage. Je vais commencer par remonter le vilebrequin avec ses paliers, l'arbre à cames, et ainsi pouvoir attaquer la distribution. J'arrive à la caler correctement, et ainsi je change le tendeur de chaîne par un 9. Puis le remontage se poursuit avec le réglage en hauteur des chemises. Et là, la vidéo peut reprendre. Pour faire simple, c'est un moteur chemisé, c'est-à-dire qu'il est monté avec des chemises humides, du moins dites humides. En fait, le circuit de refroidissement va venir circuler entre la chemise et le bloc moteur. Le truc, c'est que pour faire l'étanchéité entre l'eau et l'huile, on met ce qu'on appelle des joints d'embase. Ce sont des joints en papier qui viennent s'insérer dans la chemise. Le truc, c'est que sur le Cléon, ces chemises, via ces joints, il faut les régler en hauteur, avec une tolérance minimale et une tolérance maximale. C'est-à-dire la minimale, c'est 0,04 mm et la maximale, 0,12 mm. Et le tout en escalier. Pour faire ce réglage, tu as deux possibilités. Tu as la plus classique, qui est celle du jeu de cale avec une règle, tout simplement, ou un réglé. Et ensuite, tu as deuxièmement le comparateur. Donc le comparateur, je ne l'avais pas à ce moment-là, mais je l'ai aujourd'hui. Donc du coup, à ce moment-là, je l'ai fait avec une règle et un jeu de cale, tout simplement. Ça peut paraître facile, mais je me rappelle, dans mes souvenirs, j'ai énormément galéré. Ensuite, je finis par avoir le bon dépassement, et il est temps de remonter les pistons dans leur chemise. Donc pour ce remontage, je vais utiliser un compresseur de piston. Avant toute chose, il faut bien évidemment tiercer les segments à 180 degrés. Ensuite, il y a le serrage des chapeaux de bielle, justement, du moins le remontage des chapeaux de bielle avec un serrage à 35 Nm, la clé dynamométrique. Et là, à la fin du remontage, ça tourne pas. Moteur complètement bloqué. Et pour cause, sur les chapeaux de bielle, il y a des sens de montage, ainsi que sur les pistons. Et malheureusement, j'avais complètement oublié, j'avais même pas idée justement qu'il y avait des sens. Et pas mal de trucs étaient montés à l'envers. Démontage et remontage plus tard, ça tourne enfin. Ensuite, je m'attaque à la culasse. Donc j'avais contrôlé sa planéité avec une règle, ça allait plutôt bien. J'avais démonté les soupapes, je les avais re-rodées, du moins je les avais rodées plutôt. Ensuite, je les avais remontées, la culasse était prête. Je remonte le joint de culasse, la rampe de culbuteur, les poussoirs, les tiges de culbuteur aussi. Je fais le serrage à la clé dynamométrique. Ça se passe très bien. On est à ce moment-là fin août et après plusieurs mois d'économie, je fais enfin l'acquisition d'une chèvre qui va me permettre de descendre le moteur de son support et ensuite de pouvoir continuer le remontage. Donc du coup, je place les joints SPI, le volant moteur, je remets le nouveau kit d'embrayage avec 10 plaques de pression, butées. Je remets la boîte de vitesse qui a été difficile à rentrer puisque j'avais mal centré le disque. Remontage ensuite de tous les périphériques, donc carburateur, alternateur, distributeur. On est du coup au tout début septembre à ce moment-là, il est enfin prêt. Il ne manque plus qu'à le démarrer. Je le remets dans son emplacement, je tourne la clé et là, eh ben c'est bien. Ok, potentiellement plus de batterie. C'est pas grave ça, je vais la mettre en charge plusieurs jours et ça va aller. Ainsi, je prends contact du coup avec un carrossier pour refaire la peinture d'origine, mais aussi avec un fournisseur italien pour refaire totalement la sellerie qui était complètement mangée, que ce soit les fauteuils avant ou la banquette arrière. Et en plus, j'en profite pour nettoyer et restaurer l'intérieur, qui pour son âge, 40 ans plus tard, me paraît relativement quand même en bon état.
2000 € pour la peinture, 500 € pour la sellerie neuve, complète. Mais avant toute chose, je dois m'assurer que le moteur démarre. Je vais pas investir de l'argent pour que ça ne marche pas, justement. Spoiler, il n'a pas démarré. Soit la batterie est morte et ne prend plus la charge, soit c'est mon vieux chargeur des années 60 qui est complètement fatigué. Mais ça reste bizarre quand même, parce que quand j'ajoute un booster, rien ne se passe. Bon, à ce moment-là, je le ressors de son emplacement, du coup, je le remets dans le garage et je le mets sur palette. Donc du coup, j'essaye de le faire tourner à vide avec mon booster en pleine charge sans essayer de le démarrer. Et ça donne... On est à ce moment-là à mi-octobre et je vais commencer à pas toujours prendre les bonnes décisions. Avec le peu d'huile que j'ai mis, potentiellement les pistons sont en train de se bloquer. Donc pour relubrifier tout ça, je commence à mettre de l'huile par les puits de bougie. Je fais tourner, l'huile s'évacue, je remets les bougies et là, il passe plus la compression, il se bloque au PMH. Avec tout ça, on arrive début janvier et ça fait déjà 2 fois que je le démonte, remonte et que le résultat est toujours pareil. Un blocage au PMH. Je décide alors d'aller voir un garagiste pour lui demander, lui poser des questions, enfin du moins avoir la démarche d'aller voir un professionnel. Et je lui parle, je lui expose le problème et gentiment il me fait comprendre que la plupart des boosters ne sont pas d'une très grande qualité, on va dire. Qu'ils ne remplaceront jamais une batterie. Ce qui est vrai quand même. Il me conseille alors d'utiliser une batterie beaucoup plus puissante, du coup. Puisque celle du Cléon, elle doit être de... déjà c'est une 12 volts, ça c'est sûr. Elle doit être de 45 ampères-heure. Il m'a dit, vous prenez une 70 ampères-heure, ça devrait aller, normalement. Mais du coup, où j'en suis maintenant avec tout ça? Eh bien, il faut le refaire démarrer, tout simplement. Pas plus, pas moins. Mais ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos dans l'avenir. D'ailleurs, en parlant de la Renault 5, qui est une voiture essence, j'ai bien évidemment envie et espoir, plus tard, de restaurer une voiture qui soit équipée d'un moteur diesel, pour bien faire la distinction et voir la différence entre ces deux types de moteurs. Et ainsi avoir toutes les clés et les armes nécessaires pour restaurer ce qui n'est autre que la finalité, en fait, par rapport à tout ce que je fais. Mais je pencherai plutôt sur Citroën ou Peugeot. Je pense que je retoucherai pas à Renault pour l'instant. À part si j'ai l'occasion de taper une petite Renault 30 V6, un D22 ou une estafette. Et là, potentiellement, j'en vois certains arriver en commentaire et me dire « Oui, mais tu sais Thomas, il n'y a pas que la Renault 30, il y a aussi l'Alpina 111, la 310, la Renault 25, la R5 Turbo. » Que les choses soient claires. J'ai l'occasion de choisir entre tous ces types de véhicules. Je prends la Renault 30, direct. Surtout la TX injection 142 chevaux. Pour finir, du coup, et conclure cette vidéo, j'ai commencé avec très peu de connaissances, très peu d'outils. J'estime qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même si j'ai eu pas mal de soucis. Je me suis beaucoup plus équipé aussi. J'ai aussi appris beaucoup de mes erreurs, de mes petits échecs. Mais après tout, c'est normal. Ça fait partie du jeu. C'est aussi ça, peut-être. Et sûrement l'univers de la restauration. Quant à moi, je vous retrouverai dans les prochaines vidéos qui seront intitulées Projet R5, où je tenterai de remettre en route ce moteur, finir le projet et ainsi passer sur une autre auto. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de lâcher un commentaire. C'est très important. Ça me permet de partager mon expérience au plus grand nombre et ainsi éventuellement créer une communauté. C'est le moyen pour moi de partager mon expérience. Alors merci d'avance. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bonne route à vous.